Les flûtes de champagne tremblaient sur leur plateau d'argent. 200 paires d'yeux me brûlaient la peau. Ma joue gauche lançait d'une chaleur qui semblait se répandre dans tout mon corps, rayonnant comme des ondulations dans de l'eau empoisonnée. Le quatuor à cordes s'était arrêté en plein milieu d'une note, leurs archets figés dans les airs. Même la brise de juin semblait retenir son souffle en attendant. Mon voile de mariée était de travers maintenant, déplacé par la force de sa main. J'avais un goût de cuivre dans la bouche, là où mes dents avaient mordu l'intérieur de ma joue. Les roses blanches de mon bouquet tremblaient dans ma main, leurs pétales commençant à brunir sur les bords, comme si elles aussi avaient absorbé la violence de ce moment. Et là, il se tenait, mon mari depuis exactement 47 minutes, l'homme que j'aimais depuis 3 ans, l'homme dont je portais l'enfant, bien que personne ne le sache encore, pas même lui. Sa main était encore légèrement levée, les doigts courbés comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait de faire. Sa sœur se tenait derrière lui, ses lèvres rouges esquissant le plus petit des sourires, ses yeux brillant d'une lueur de triomphe. Que lui avait-elle murmuré? Quel mot pouvait briser l'amour d'un homme si complètement qu'il frapperait sa fiancée devant toute leur connaissance? J'ouvris la bouche. Le silence s'étira, tendu comme un fil prêt à rompre. Tout le monde se pencha en avant, attendant que je pleure, que je m'enfuis, que je m'effondre. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Et ce que j'ai fait ensuite, ce que j'ai dit de cette voix cristalline qui a porté à travers le jardin de réception stupéfait allait le détruire d'une manière qu'il ne pouvait pas imaginer. Mais je m'avance un peu trop. Laissez-moi vous ramener en arrière. Laissez-moi vous montrer comment nous en sommes arrivés à ce moment de belle et terrible ruine. Avant de continuer, veuillez écrire en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où nous suit notre famille mondiale. Et si c'est la première fois sur cette chaîne, abonnez-vous. Votre soutien nous aide à apporter encore plus de contes épiques de vengeance. Bonne écoute. J'ai rencontré Julien Leclerc le pire jour de ma vie. Ma mère venait de mourir. Cancer du pancréas, rapide et impitoyable. J'avais 26 ans, je me tenais sur le parking du funérarium, essayant de me rappeler comment respirer. L'air sentait l'échappement et l'herbe coupée. Ma robe noire était trop serrée autour des côtes. Je ne pouvais pas retourner à l'intérieur. Je ne pouvais pas écouter une personne de plus me dire qu'elle était dans un meilleur endroit ou que le temps guérit toutes les blessures. Le temps ne guérit rien. Il vous apprend juste à vivre avec la blessure, à faire semblant de ne pas saigner. Je m'appuyais contre ma voiture, pressant mes paumes contre le capot métallique chaud, quand j'ai entendu des pas sur le gravier. Tu as l'air d'en avoir plus besoin que moi. J'ai levé les yeux. Un homme se tenait là, grand et mince, avec des cheveux foncés qui tombaient sur son front. Ses yeux étaient d'une nuance inhabituelle de gris-vert comme du vert de mer. Il me tendait une flasque en argent. Je ne bois pas avec des inconnus, ai-je dit. Bonne politique. Je suis Julien. Il a d'abord pris une gorgée de la flasque, puis l'a offerte à nouveau. Nous ne sommes plus des inconnus. Je l'ai prise. Le whisky a brûlé en descendant, mais c'était un genre de brûlure différent du chagrin. Une douleur plus propre. Qui as-tu perdu? J'ai demandé. Ma tante. Et toi? Ma mère. Il a hoché la tête lentement. Il y avait quelque chose sur son visage. Une reconnaissance peut-être, comme s'il comprenait qu'il n'y avait pas de mots justes, alors il n'allait pas essayer de les trouver. Nous sommes restés là longtemps, nous passant la flasque, sans parler, juste existant ensemble dans nos chagrins séparés. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça qu'il est entré dans ma vie, dans l'espace brut et ouvert que la mort de ma mère avait laissé derrière elle. Julien était un promoteur immobilier, à succès, ambitieux, avec ce genre particulier de confiance qui vient de n'avoir jamais été vraiment brisé. Sa famille avait de l'argent ancien, du genre qui murmure plutôt que de crier. Son père possédait un empire de la construction. Sa mère était morte jeune, ce qui, selon lui faisait comprendre la perte. Mais comprendre la perte et la vivre sont deux choses différentes. Il m'a courtisé à l'ancienne. Des fleurs livrées à mon bureau. J'étais une jeune comptable dans une entreprise de taille moyenne. Rien de glamour. Des dîners dans des restaurants que je ne pouvais pas me permettre. Des week-ends dans des chambres d'hôtes en Normandie où nous faisions l'amour tandis que la pluie battait sur les fenêtres et qu'il traçait la courbe de ma colonne vertébrale du bout des doigts. Tu es différente, m'a-t-il dit une fois, son souffle chaud contre mon cou. Tous les autres veulent juste quelque chose de moi. Toi, tu me veux juste moi. Je l'ai cru. Dieu m'aide. J'ai cru chaque mot. Il m'a présenté sa sœur, Véronique, après 6 mois de relation. Elle avait 3 ans de moins que Julien, avec les mêmes pommettes saillantes et les mêmes yeux calculateurs, mais là où son regard était chaleureux, le sien était glacial. Nous nous sommes rencontrés pour un brunch dans un bistrot chic de la ville. Véronique est arrivée 20 minutes en retard, vêtue d'une robe blanche qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel.
Elle a embrassé Julien sur les 2 joues, puis m'a tendu une main molle. Alors, vous êtes la comptable, a-t-elle dit. Pas ravie de vous rencontrer ou j'ai tellement entendu parler de vous. Juste une déclaration de ma profession livrée avec le plus léger des rictus. C'est exact, ai-je dit, gardant ma voix stable. Comme c'est pittoresque. Elle a pris son menu. Julien a toujours eu un faible pour les laisser pour compte. Véronique, a dit Julien, sa voix empreinte d'un avertissement. Elle a haussé les épaules, faisant signe au serveur. Quoi? Je dis juste qu'elle n'est pas exactement ce à quoi nous nous attendions. Cela aurait dû être mon premier indice. Mais j'étais si désespéré d'être aimé, si impatiente de combler le vide que ma mère avait laissé que j'ai ignoré les signes avant-coureurs. Je me suis dit que Véronique avait juste besoin de temps, qu'elle était protectrice envers son frère, que je pouvais la conquérir. J'avais tort sur tant de choses. Julien a demandé ma main le jour anniversaire de la mort de ma mère. Il m'a ramené sur le parking du funérarium, à l'endroit exact où nous nous étions rencontrés. Au début, j'ai trouvé cela cruel, mais ensuite j'ai vu ce qu'il avait fait. Toute la zone était transformée. Des guirlandes lumineuses pendaient aux arbres. Un violoniste se tenait à proximité, jouant quelque chose de doux et de lancinant. Des pétales de rose recouvraient le sol. Et au centre de tout cela, Julien s'agenouilla sur un genou, tenant une bague qui captait la lumière déclinante du soleil comme une étoile capturée. « Tu m'as fait croire aux secondes chances », a-t-il dit. Sa voix tremblait d'émotion. « Je veux passer le reste de ma vie à prouver que je vaux le risque que tu as pris avec moi. Épouse-moi, s'il te plaît. » J'ai dit oui. Comment aurais-je pu refuser? La bague était en platine avec un diamant de 3 carats. Elle était lourde à mon doigt, alourdie de promesses et de possibilités. Nous nous sommes embrassés tandis que le violoniste jouait, et je me suis laissé croire que je pouvais avoir cela, que je méritais le bonheur, que l'univers pourrait enfin me rembourser toute la douleur que j'avais endurée. Nous avons fixé la date pour juin, dans 18 mois. Amplement de temps pour planifier le mariage parfait. Véronique a insisté pour être ma demoiselle d'honneur. Nous allons être sœurs, a-t-elle dit, me serrant la main avec une fermeté surprenante. Nous devrions être proches. Je voulais la croire. J'ai essayé de la croire, mais à chaque essayage de robe, à chaque dégustation de gâteau, à chaque réunion avec les fournisseurs, je la surprenais à me regarder avec ses yeux froids. Et parfois, quand elle pensait que je ne regardais pas, elle se penchait pour murmurer quelque chose à Julien, et son expression s'assombrissait légèrement avant de retrouver un sourire. « Que te dit-elle tout le temps ?» lui ai-je demandé une fois après une réunion particulièrement tendue avec le fleuriste. « Rien d'important, a-t-il dit. Elle est juste stressée par sa propre vie. Ne te laisse pas déranger. » Mais cela me dérangeait. Cela s'insinuait sous ma peau comme une écharde que je ne pouvais pas atteindre. 3 mois avant le mariage, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai fait le test dans la salle de bain du bureau, mes mains tremblant tellement que je pouvais à peine tenir le bâtonnet stable. 2 lignes roses. Incontestable. Je portais l'enfant de Julien. Le timing était terrible. Nous avions convenu d'attendre après le mariage, après avoir été mariés pendant au moins 1 an. Mais cela se produisait quand même. La vie refusait de suivre nos plans soigneusement établis. J'ai décidé de le lui dire ce soir-là au dîner. J'avais choisi une petite grenouillère qui disait que ça valait le coup d'attendre et l'avais enveloppée dans du papier de soie. J'étais nerveuse mais excitée. C'était notre futur qui grandissait en moi. C'était la preuve que quelque chose de bon pouvait venir de toute cette douleur. Je suis arrivé à son appartement en avance, utilisant la clé qu'il m'avait donnée. Les lumières étaient éteintes, mais j'ai entendu des voix venant de la chambre. La voix de Julien et une autre voix féminine. Mon cœur s'est arrêté. Pendant un moment terrible, j'ai pensé, mais ensuite j'ai reconnu la deuxième voix. Véronique. Je me suis rapproché, sans vouloir espionner, mais incapable de m'en empêcher. La porte de la chambre était entr'ouverte. À travers l'interstice, je pouvais les voir assis sur le bord du lit, le dos tourné vers moi. « Tu dois lui dire avant le mariage, » disait Véronique, « ce n'est pas juste de la laisser entrer là-dedans à l'aveugle. »« Je ne peux pas, » a dit Julien. Sa voix était chargée de quelque chose. De la culpabilité, de la peur. Si elle le découvre, elle partira. Alors peut-être qu'elle devrait partir. C'est un désastre en devenir, et tu le sais. Je l'aime. Tu l'aimes? Ou tu aimes l'idée d'elle? La douce petite orpheline brisée qui vénère la terre sur laquelle tu marches. La voix de Véronique était acide. Comme j'ai fait des recherches, Julien, son historique financier est un désordre. Elle a des dettes de cartes de crédit, des prêts étudiants, une faillite quand elle avait 22 ans. Ce n'est pas ce qu'elle est maintenant, n'est-ce pas? Réveille-toi. Elle t'utilise.
Elle a vu des signes de dollars et un moyen de sortir de sa petite vie pathétique, et elle s'est accrochée. Tout comme. Ne. La voix de Julien claqua comme un fouet. Ne la compare pas à maman. Un long silence. Puis la voix de Véronique, plus douce maintenant, plus dangereuse. J'essaie juste de te protéger. Tu sais ce qui est arrivé à papa après la mort de maman? Comment cette femme s'est envolée, a joué la veuve et pleuré, et est partie avec la moitié de sa fortune. Je ne laisserai pas la même chose t'arriver. Ma main était pressée contre ma bouche, retenant un son qui était à moitié un halètement, à moitié un sanglot. Dette de carte de crédit, faillite. J'avais eu des problèmes financiers au début de la vingtaine. Oui, tout le monde en avait. Mais je m'en étais sorti lentement, douloureusement. Et je n'avais jamais vu Julien comme un ticket repas. Avais-je? Le doute s'est insinué comme un gaz empoisonné. Une partie inconsciente de moi avait-elle été attirée par sa stabilité, sa richesse, sa capacité à offrir la sécurité qui avait toujours manqué à ma vie? Non, je l'aimais. Je l'aimais pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il avait. Mais debout là dans l'obscurité, les écoutant disséquer mon caractère, mes motivations, ma valeur, j'ai senti quelque chose se briser en moi, quelque chose que je ne savais même pas fragile avant qu'il ne se brise. Je me suis éloigné silencieusement. J'ai quitté l'appartement. La grenouillère est restée dans mon sac à main, non emballée, le secret de notre enfant tue. Je ne lui ai pas dit ce que j'avais entendu. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, que j'avais mal compris, mais les mots ont résonné dans ma tête pendant des semaines. Il t'utilise. Petite vie pathétique. Comme maman. Les préparatifs du mariage se sont accélérés dans un tourbillon frénétique. Mes nausées matinales empiraient, mais je les ai cachées. J'ai souri à travers les derniers essayages, le dîner de répétition, le flot incessant de parents venant d'autres villes. Julien semblait distrait. Il travaillait tard plus souvent. Il prenait des appels téléphoniques dans d'autres pièces. Parfois, je le surprenais à me regarder avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer, comme s'il essayait de résoudre un puzzle qu'il ne comprenait pas. Es-tu heureux, lui ai-je demandé. Une nuit, une semaine avant le mariage, nous étions au lit, les lumières éteintes, la ville brillait à travers les fenêtres. Il se tourna vers moi, ses traits obscurcis par l'ombre. Quel genre de question est-ce? Une question honnête. Es-tu heureux de nous? De nous marier? Il est resté silencieux pendant longtemps. Trop longtemps. Je t'aime, a-t-il finalement dit, ce qui n'était pas la même chose que oui. Je voulais insister pour exiger de vraies réponses, mais j'avais peur de ce que je pourrais entendre. Alors, j'ai laissé tomber, avalant la question avec toutes les autres choses tacites entre nous. Véronique m'a organisé une fête prénuptiale qui ressemblait plus à un interrogatoire qu'à une célébration. Ses tantes et cousines posaient des questions précises sur ma famille, mes antécédents, mes projets de carrière. Quelqu'un a mentionné que je signerais un contrat de mariage, n'est-ce pas? Quand j'ai dit que nous n'en avions pas discuté, la pièce est devenue silencieuse. Véronique a souri. Oh, comme vous êtes modernes tous les deux, mais ses yeux disaient quelque chose de tout à fait différent. Ce soir-là, j'ai interrogé Julien sur le contrat de mariage. Véronique l'a mentionné, ai-je dit avec précaution, devrions-nous? Je veux dire, veux-tu que j'en signe un? Il avait l'air mal à l'aise. Mon avocat l'a mentionné, mais je lui ai dit, non, je ne veux pas commencer notre mariage en supposant qu'il échouera en point. Mais si cela te mettait plus en sécurité, ai-je dit, non. Sa voix était tranchante, puis plus douce. Je te fais confiance. Mais lui faisait-il vraiment confiance? Le doute était maintenant une chose vivante, enroulée dans mon estomac aux côtés de notre enfant grandissant. Le matin du mariage était un chaos enveloppé de soie et de dentelle. Mes demoiselles d'honneur voltigeaient autour de moi comme des oiseaux anxieux tandis qu'une équipe de stylistes travaillait sur mes cheveux et mon maquillage. La robe, une robe de soie ivoire avec une longue traîne et de délicates perles, pendait à l'arrière de la porte comme un fantôme. Je m'étais réveillé avec des nausées, ce qui était devenu une routine. Mais aujourd'hui, c'était pire. J'ai à peine atteint la salle de bain avant de vomir le peu de petit déjeuner que j'avais réussi à manger. Le stress, a dit une des demoiselles d'honneur avec sympathie. Non, pas le stress. Notre bébé se faisait connaître. Je n'avais toujours pas dit à Julien. J'avais l'intention de le faire, mais le moment ne semblait jamais juste. Et maintenant, c'était le jour de notre mariage, et je devrais attendre ce soir, jusqu'à ce que nous soyons seuls dans la suite nuptiale, jusqu'à ce que tout soit officiel et contraignant. La cérémonie était prévue à 15 heures dans les jardins du domaine familial de Julien. Une propriété tentaculaire avec des pelouses bien entretenues, des chênes centenaires et une vue sur la rivière qui ressemblait à un tableau. 200 invités, un orchestre de 8 musiciens, des fleurs venues d'Équateur. C'était tout ce dont j'avais rêvé et rien de ce que j'avais voulu.
Véronique est venue dans ma loge 1 heure avant la cérémonie. Elle portait déjà sa robe de demoiselle d'honneur, un bordeaux profond qui rendait sa peau de porcelaine. « Tu es magnifique », a-t-elle dit, mais le compliment semblait vide. « Merci. » Elle s'est rapprochée, étudiant mon reflet dans le miroir. « Puis-je te dire quelque chose ?» De sœur à sœur, mon estomac s'est serré. Bien sûr. Julien a beaucoup traversé. La mort de notre mère a failli détruire notre père. Il est devenu paranoïaque, convaincu que chaque femme qui lui témoignait de l'intérêt ne voulait que son argent. Cela l'a empoisonné, le rendant suspicieux et cruel. Elle fit une pause, ses yeux rencontrant les miens dans le verre. Julien a peur de devenir comme lui, d'être utilisé. Je ne l'utilise pas, ai-je dit doucement. Je sais cela. Tu sais cela. Mais Julien, elle soupira. Sois juste patiente avec lui et comprends que j'essaie seulement de protéger mon frère. C'est ce que fait la famille. Elle serra mon épaule et partit, laissant derrière elle le léger parfum de son parfum. Quelque chose de cher et de froid comme des roses d'hiver. La musique monta, les portes s'ouvrirent, et je marchai dans l'allée au bras de mon oncle, le frère de ma mère, la seule famille qui me restait. Julien se tenait à l'autel dans un smoking noir, ressemblant à tous les rêves que j'avais jamais eus. Le soleil de fin d'après-midi se prit dans ses cheveux, les transformant en bronze. Ses yeux se posèrent sur les miens alors que j'approchais et pendant un instant, juste un instant, tout le reste disparut. C'était réel. Cela se passait. Nous allions nous marier. La cérémonie était traditionnelle. L'officiant parla d'amour, d'engagement et de partenariat. Nous avons échangé des vœux, les standards, pas des personnels, car Julien avait dit qu'il n'était pas à l'aise pour parler en public. Nous avons échangé des anneaux. Il a soulevé mon voile. Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Il m'a embrassé et les invités ont applaudi et j'ai goûté le sel. Je ne savais pas si c'était de ses larmes ou des miennes. Nous sommes redescendus l'allée ensemble, main dans la main, tandis que l'orchestre jouait et que des pétales de rose flottaient dans l'air comme de la neige. Les gens souriaient. Les caméras clignotaient. Tout était parfait. Puis nous sommes passés à la réception dans le jardin. L'heure du cocktail. La lumière dorée de fin d'après-midi peignait tout en ambre. Des serveurs circulaient avec du champagne et des amuse-gueules. Des invités se regroupaient en petits groupes, riant, buvant, célébrant. Julien et moi nous tenions près de la fontaine, acceptant les félicitations. Mes pieds me faisaient mal dans les talons, mais je souriais. Sa main était sur le bas de mon dos, chaude et possessive. « Excuse-moi un instant », a-t-il dit, m'embrassant sur la tempe. « Je dois parler à mon père. » Il s'éloigna. Je fus immédiatement entouré d'un groupe de ses associés qui me posaient des questions sur la lune de miel, sur l'endroit où nous allions vivre, sur mes projets de travail après le mariage. Je répondais automatiquement, mes réponses fluides et rodées, mais je surveillais Julien du coin de l'œil. Il se tenait près du bord du jardin, parlant avec son père. Et puis Véronique est apparue. Elle a touché le coude de Julien, l'entraînant à l'écart. Ils s'éloignèrent de la foule vers un bouquet de rosiers. Je n'entendais pas ce qu'elle disait, mais je voyais ses lèvres bouger rapidement. Elle sortit quelque chose de son sac à main. Un morceau de papier plié. Elle le tendit à Julien. Il l'ouvrit, le lut, et je le vis changer de visage. C'était comme regarder de la glace se former sur de l'eau. Tout en lui devint froid et dur. Sa mâchoire se serra. Ses mains qui m'avaient touché si doucement quelques heures auparavant, froissèrent le papier en une boule serrée. Il leva les yeux. Ses yeux trouvèrent les miens à travers le jardin et il n'y avait rien en eux que je reconnaisse. Il commença à marcher vers moi. La foule s'écarta instinctivement. Quelque chose dans son expression fit reculer les gens. Mon cœur battait la chamade. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je savais que c'était grave. Je pouvais le sentir dans mes os, dans la façon dont la pression atmosphérique semblait chuter comme un orage qui approche. Julien. Ma voix sortit plus petite que prévu. Il s'arrêta devant moi, assez près pour que je puisse sentir le champagne sur son souffle. Voir le muscle sauter dans sa mâchoire. Est-ce vrai? Sa voix était basse. Dangereuse. Qu'est-ce qui est vrai? Je ne. Et puis sa main bougea. Vite. Brutal. Le claquement de sa paume contre ma joue résonna à travers le jardin comme un coup de feu. La douleur explosa à travers mon visage. Je titubai sur le côté, manquant de perdre l'équilibre. Mon voile glissa. Ma vision se brouilla de larmes qui étaient en partie douleur, en partie choc. Toute la réception devint silencieuse. Je touchai ma joue brûlante, goûtai le sang. Je le regardais. Mon mari de moins d'1 heure et je vis un étranger me regarder en retour. Comment as-tu pu? Sa voix se brisa.
Comment as-tu pu me faire ça? Je ne savais pas de quoi il parlait. Mon esprit tournait, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il m'avait frappé devant tout le monde le jour de notre mariage. Véronique se tenait derrière lui, sa main sur sa bouche, ses yeux grands ouverts. Mais il y avait autre chose dans son expression, quelque chose qui ressemblait presque à de la satisfaction. Les invités étaient figés. 200 personnes suspendues sous le choc. Et puis j'ai compris. Quoi qu'il y ait eu sur ce papier, quoi que Véronique lui ait dit, c'était un mensonge. Ça devait l'être. Elle attendait ce moment, l'orchestrait, me préparant le coup depuis le début. La rage qui me traversa était plus pure que tout ce que j'avais jamais ressenti. Elle brûla la douleur, la confusion, la blessure. Elle ne laissa que la clarté. Je me redressai, levai le menton, regardai mon mari droit dans les yeux. « Demande-moi ce que tu penses que j'ai fait, » ai-je dit. Ma voix était aussi stable que la pierre. « Dis-le à voix haute devant tout le monde. Quoi que tu me reproches, dis-le. » Le visage de Julien se tordit. « Tu sais ce que tu as fait? Dis-le. L'argent, les comptes offshore que tu as volés à mon entreprise au cours de la dernière année. » Sa voix monta, brutale de trahison. Véronique m'a montré les preuves. Relevé bancaire, virement, tous remontant à toi. Tu as détourné près d'un demi-million d'euros. L'accusation plana dans l'air comme un gaz toxique. Un demi-million d'euros de détournement. Compte offshore. J'ai presque ri. C'était si absurde, si évidemment fabriqué que pendant un instant je n'ai pas pu comprendre comment quelqu'un aurait pu y croire. Montre-moi, ai-je dit. Quoi? Montre-moi ces preuves. Laisse tout le monde les voir. Julien hésita. Il regarda Véronique, qui s'avança rapidement. Je ne pense pas que ce soit l'endroit, commença-t-elle. Montre-moi. J'ai tendu ma main. Julien sortit le papier froissé de sa poche et le lissa. C'était une impression de relevé bancaire, de numéro de compte, de relevé de transaction. Mon nom était surligné en jaune. Des centaines de virements, chacun de plusieurs milliers, tous canalisés vers un compte aux îles Caïmans. Je l'ai étudié attentivement. La contrefaçon était bonne, professionnelle. Quelqu'un avait passé du temps et de l'argent pour créer cela. Ce sont des faux, ai-je dit. Ne. La voix de Julien se brisa. Ne me mens plus. J'ai demandé à mon avocat de vérifier tout. Le compte existe. L'argent est réel. Ta signature est sur les autorisations de virement. Alors ton avocat est incompétent ou complice. Je me tournai pour faire face à la foule. Certains détournèrent le regard, embarrassés. D'autres se penchèrent en avant, avides de drame. J'ai élevé la voix pour que tout le monde puisse entendre. Je n'ai jamais volé un seul euro à mon mari. Je n'ai jamais ouvert de compte offshore. Je n'ai jamais signé d'autorisation de virement. C'est une fabrication. Je me retournai vers Julien et je peux le prouver. Comment? La voix de Véronique était tranchante. Je lui souris, un sourire froid et terrible. Parce que je suis comptable et que j'ai passé les 6 derniers mois à examiner chaque document financier de l'entreprise de Julien, me préparant à fusionner nos finances après le mariage. Je connais chaque compte, chaque transaction, chaque signature, et celles-ci, je tins les papiers, ne sont pas les miennes. Je me dirigeai vers la table la plus proche où ma demoiselle d'honneur avait laissé son sac à main. Je sortis mon téléphone, ouvris mes emails, trouvai le dossier que j'avais créé juste au cas où j'en aurais besoin. Ceci, dis-je, tenant le téléphone, sont les vrais relevés financiers de Clark Développement. Et savez-vous ce que j'ai trouvé en les examinant? Des schémas intéressants. De l'argent qui bouge de manière illogique. Des paiements à des sociétés écrans. Des factures pour des travaux qui n'ont jamais été faits. Le visage de Julien était devenu pâle. De quoi parles-tu? Je parle de détournement de fonds. De vrais détournements de fonds. Quelqu'un vole votre entreprise depuis des années. Et je sais qui. Je regardais Véronique. C'est toi. Véronique rit. En fait, elle rit. C'est fou. Pourquoi volerais-je ma propre famille? Parce que ton père t'a coupé les vivres il y a 2 ans, n'est-ce pas? Après que tu aies dilapidé ton fonds fiduciaire au jeu. Parce que tu as des dettes qui t'enterraient si elles venaient à la lumière. Parce que tu as vu l'entreprise de ton frère comme une tirelire et tu savais exactement comment y accéder sans te faire prendre. Je sortis un tableur sur mon téléphone, jusqu'à ce que j'ai commencé à regarder, jusqu'à ce que je remarque que chaque société écran que tu as créée pour détourner de l'argent remonte à un seul cabinet d'avocats. Le cabinet d'avocats de ton petit ami. Le même petit ami que tu as caché à ta famille parce qu'il n'approuverait jamais que tu sortes avec quelqu'un d'aussi inférieur à ta classe sociale. Son visage devint blanc. Tu mens. Est-ce que je mens? Veux-tu que je montre à tout le monde son nom?
Veux-tu que j'explique comment il t'a aidé à créer de faux fournisseurs, de fausses factures, des sociétés fictives? Comment tu as volé plus de 3 millions d'euros au cours des 5 dernières années seulement? La foule haleta. Julien recula, comme si je l'avais frappé. C'est impossible, a-t-il dit. Véronique ne ferait jamais. Elle l'a fait. Et elle a eu peur que je le découvre. C'est pourquoi elle t'a empoisonné contre moi depuis le début. C'est pourquoi elle a fabriqué cette preuve ce soir. Elle espérait que tu me divorcerais immédiatement avant que je puisse terminer mon audit. Avant que je puisse la démasquer. Je me tournai vers Véronique. Elle tremblait, son parfait sang-froid se fissurant. Tu as presque réussi. Tu es intelligente. Les comptes sont bien cachés. Mais tu as fait une erreur. Tu as utilisé le même numéro de routage pour plusieurs virements. Une fois que j'ai repéré le schéma, le reste s'est vite dénoué. Julien regardait sa sœur comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Véronique, elle ment. Mais sa voix était faible maintenant. Julien, tu ne peux pas la croire. Elle essaie juste de détourner l'attention. Prouve-le, ai-je dit. Appelons la police tout de suite. Laissons-les enquêter. Voyons quel compte résiste à un examen minutieux. Les miens ou les tiens? Silence. Long et terrible. Puis le visage de Véronique fit quelque chose d'étrange. La peur disparut. Son expression devint lisse et froide comme du verre. Petite idiote, dit-elle doucement. Tu penses avoir gagné? Je pense que la vérité va éclater d'une manière ou d'une autre. La vérité. Elle rit, un son comme du verre brisé. La vérité est que Julien ne t'a jamais aimé. Je m'en suis assuré. Chaque doute que j'ai planté, chaque soupçon que j'ai nourri, tout était réel. Au fond, il ne t'a jamais fait confiance. Il n'a jamais cru que tu l'aimais pour ce qu'il était. Elle se tourna vers son frère. Dis-lui. Dis-lui combien de nuits il est resté éveillé à se demander si elle t'utilisait. Dis-lui pour le détective privé que tu as engagé pour fouiller son passé. Le visage de Julien le confirma. Il l'avait fait. Il avait vraiment engagé quelqu'un pour enquêter sur moi. Quelque chose en moi se brisa enfin irrévocablement. Tu as engagé un détective privé. Ma voix était plate. Tu m'as épousé tout en croyant que j'étais peut-être une escroc. J'avais juste besoin d'être sûr. Tu ne m'as pas fait confiance. Les mots sortirent creux. Jamais. Pas une seule fois. Je voulais te faire confiance. J'ai essayé. Tu m'as frappé. Je touchais ma joue encore brûlante, devant 200 personnes. Tu m'as frappé sans poser de questions, sans me donner la chance de me défendre. Tu l'as cru elle plutôt que moi. La honte traversa enfin ses traits. Mais il était trop tard. Beaucoup, beaucoup trop tard. Je pris une grande inspiration. Je pris ma décision. Je veux que tu saches quelque chose, ai-je dit, ma voix portant à travers le jardin silencieux. Je suis enceinte, de 8 semaines. Je l'ai découvert il y a 3 mois, et je ne te l'ai pas dit parce que je vous ai entendu, toi et Véronique, discuter du fait que je ne t'utilisais que pour ton argent. J'attendais le bon moment, espérant que cela te prouverait que mon amour était réel. Je sortis le petit paquet enveloppé de mon sac à main, la grenouillère que je portais depuis des mois. Je la jetai à ses pieds. Félicitations. Tu vas être père avec une femme en qui tu n'as pas confiance, que tu as agressée physiquement devant toutes tes connaissances, le jour qui était censé être le plus heureux de notre vie. Les halètements de la foule étaient audibles maintenant. Des téléphones étaient sortis, enregistrant tout. Le visage de Julien était devenu gris. Tu es enceinte. J'allais te le dire ce soir. J'avais tout planifié. Mais maintenant, je regardais vraiment cet homme à qui j'avais donné 3 ans de ma vie et je ne ressentais rien d'autre qu'une rage froide et pure. Maintenant, je vais partir. Je vais te divorcer avant que l'encre de notre certificat de mariage ne soit sèche. Et je vais m'assurer que tout le monde sache exactement quel genre d'homme tu es. Le genre qui croit les mensonges plutôt que la femme qui porte son enfant. Le genre qui résout les problèmes par la violence. Je me tournai vers la foule. Merci à tous d'être venus. Je suis désolé que vous ayez dû assister à cela, mais je suis contente que vous l'ayez fait car maintenant vous connaîtrez tous la vérité sur la famille Leclerc, sur ce qui se passe derrière les grilles de leur domaine, sur la pourriture sous l'argent et le pouvoir et l'image parfaite. Je commençais à marcher. Mes pieds me faisaient mal. Mon visage lançait. Mon cœur semblait se déchirer derrière moi. J'entendis Julien appeler mon nom. Attends, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons. Je ne me suis pas retourné. J'ai continué à marcher, hors du jardin, à travers le domaine, vers les grilles d'entrée où je savais que mon oncle m'attendait avec la voiture.
Derrière moi, le chaos éclata, des cris. La voix de Véronique montant dans le déni. Le père de Julien exigeant des explications. Les invités chuchotant, les téléphones bourdonnant, l'histoire se répandant déjà comme une traînée de poudre. Je m'en fichais. J'en avais fini. Fini. Libre. La robe de mariée était de toute façon ruinée. L'histoire est devenue virale à minuit. Des vidéos de la gifle, des vidéos de mon accusation, des vidéos de moi m'éloignant, la traîne de ma robe de mariée traînant dans l'herbe, la tête haute. Au matin, j'étais célèbre. Pas le genre de célébrité que l'on souhaite, mais célèbre quand même, la mariée giflée, la vengeance du mariage, la comptable qui a détruit une dynastie. Les journaux s'en sont emparés. Les médias sociaux ont explosé. Des articles de réflexion sont apparus sur la violence domestique, sur la richesse et le pouvoir, sur les dangers d'épouser l'argent. Julien a essayé d'appeler. J'ai bloqué son numéro. Il a envoyé des emails. Je les ai supprimés sans les lire. Il s'est présenté à mon appartement. J'ai appelé la police. Son avocat a envoyé les papiers de divorce en une semaine. Je les ai signés avec plaisir. Mais j'ai aussi engagé mon propre avocat, un bon, du genre qui sent le sang dans l'eau. Nous avons tout réclamé, les biens communs, les actifs accumulés pendant notre bref mariage, des compensations pour détresse émotionnelle, et nous avons attaqué Véronique. L'audit que j'avais commencé a tout prouvé. La police s'est impliquée. Les enquêteurs fédéraux. C'était plus important que quiconque ne l'avait imaginé. Plus de 5 millions d'euros volés sur 7 ans, canalisés à travers un réseau de fausses entreprises et de comptes offshore. Son petit ami a été arrêté. Elle a été arrêtée. L'entreprise de Julien a failli s'effondrer sous le poids du scandale. Son père a eu une crise cardiaque due au stress. Le nom de famille, si soigneusement cultivé, si précieux pour eux, a été détruit. Je n'ai rien ressenti en le regardant brûler. Pas de satisfaction, pas de regret, juste une sorte de fatigue creuse. J'ai déménagé à travers le pays, en Californie, à San Diego, où le temps était toujours parfait et où personne ne connaissait mon visage. J'ai eu le bébé, une fille. Elle avait les yeux de Julien et le menton de ma mère et un cri féroce qui faisait rire les infirmières. Je l'ai appelée Grâce, d'après ma mère. Julien a essayé d'établir des droits de visite. Mon avocat l'a combattu. La vidéo de la gifle a été montrée au tribunal de la famille. L'expression du juge était sculptée dans la glace. Vous avez frappé votre femme enceinte en public, a-t-elle dit. Vous n'aurez des visites que sous surveillance, en attendant la fin des cours de gestion de la colère et des conseils familiaux, et vous paierez une pension alimentaire substantielle. Il a quitté la salle d'audience avec l'air d'un fantôme. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais triste. Triste pour ce qui aurait pu être. Triste pour Grâce, qui grandirait avec un père qui ne serait jamais vraiment présent. Triste pour la fille que j'avais été, celle qui pensait que l'amour pouvait guérir toutes les blessures. Mais j'ai quand même construit une vie. J'ai créé mon propre cabinet de comptabilité spécialisé dans les audits judiciaires. Il s'avère qu'il y a beaucoup d'argent à se faire en démasquant les fraudeurs et les escrocs financiers. Qui l'aurait cru? Grâce a grandi. Elle a appris à sourire, à rire, à ramper. Elle a rempli l'appartement de bruit, de chaos et d'amour. Mon oncle a aidé. Des amis de mon ancienne vie ont pris contact, offrant leur soutien. Je n'étais pas seul. Et lentement, avec précaution, j'ai appris à être heureuse à nouveau. Non pas le bonheur explosif et désespéré que j'avais ressenti avec Julien. Quelque chose de plus calme, de plus stable. Je suis dans mon bureau quand l'appel arrive. Un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Allô, c'est moi. La voix de Julien. Plus âgé en quelque sorte. Fatigué. Je devrais raccrocher, mais la curiosité me retient en ligne. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste. Je voulais que tu saches. Véronique a été condamnée aujourd'hui. 15 ans. Prison fédérale. Je sais. J'ai lu à ce sujet. Je voulais aussi dire, il fit une pause. Je l'entendais respirer, rassembler son courage. Je suis désolé pour tout. Tu avais raison sur tout. Je ne te faisais pas confiance. Je l'ai laissé m'empoisonner contre toi et je t'ai frappé. Mais je t'ai frappé. Je me déteste pour ça chaque jour. Bien. Une autre pause. Comment va Grâce? Elle est parfaite. Et tu la verras le mois prochain pour ta visite supervisée, n'est-ce pas? Oui. Il s'éclaircit la gorge. Es-tu heureuse? Je regardais autour de mon bureau, les diplômes au mur, les photos de Grâce sur mon bureau, les dossiers empilés proprement dans le coin, la vie que j'avais construite à partir des cendres,
de la rage et d'une volonté pure et dure. Oui, ai-je dit, je le suis. Bien. C'est bien. Sa voix se brisa. Je t'aimais vraiment, tu sais. Je ne savais juste pas comment faire confiance à cet amour. Je sais que si je pouvais revenir en arrière, mais tu ne peux pas. Aucun de nous ne peut. Nous devons juste vivre avec ce que nous avons fait. Silence, puis doucement. Au revoir. Au revoir, Julien. J'ai raccroché, regardé la photo de Grace. Elle souriait à l'appareil photo, de la crème glacée maculée sur son visage, une joie pure rayonnant de chaque pixel. Elle ne me verrait jamais m'effondrer comme j'avais failli le faire. Elle grandirait en sachant que sa mère s'était relevée, avait secoué les cendres et avait construit quelque chose de beau à partir des ruines. J'ai repris mon téléphone. Il y avait un SMS de mon oncle. Dîner ce week-end. Grace a demandé ses crêpes préférées. J'ai souri et répondu. Je ne le manquerai pas. Puis je suis retourné au dossier sur mon bureau. Une nouvelle affaire. Une femme qui soupçonnait son partenaire commercial de détournement de fonds. Elle était venue à mon bureau hier, nerveuse et tremblante, me demandant si je pouvais l'aider. Je l'avais regardée et m'étais vu il y a 3 ans, perdu, trahi, désespéré que quelqu'un la croie. Je peux vous aider, lui avais-je dit, et je le ferai. Les gens me demandent toujours si je le regrette. Partir de l'argent, du style de vie, de l'homme que j'avais aimé. La réponse est compliquée. Je ne regrette pas d'être parti. Je ne regrette pas d'avoir exposé la vérité. Je ne regrette pas de m'être choisi, moi et ma fille, plutôt qu'une vie construite sur des mensonges et des soupçons. Mais je suis en deuil. Je suis en deuil pour la version de nous qui aurait pu exister si Julien m'avait fait confiance. Si Véronique n'avait pas été une vipère en vêtements de créateur. Si l'amour avait suffi à surmonter la peur et le doute et le poison des vieilles blessures familiales. Je suis en deuil pour la fille que j'étais, celle qui pensait qu'un homme pouvait la sauver de la solitude. Qui croyait que l'amour était censé faire un peu mal, qu'il était censé exiger des sacrifices et du silence et avaler sa vérité pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Je sais mieux maintenant. L'amour n'est pas censé faire mal. Le vrai amour, celui qui en vaut la peine, vous rend plus grand, pas plus petit. Il vous donne de l'espace pour respirer, pour grandir, pour être vous-même. Il n'exige pas que vous vous prouviez encore et encore. Il ne vous empêche pas de dormir en vous demandant si vous êtes assez bien, assez digne, assez réel. L'amour de Julien était une cage déguisée en château. Et le moment où je suis sorti de ce jardin, ma robe de mariée traînant derrière moi, le visage battant de douleur, ce fut le moment où je suis devenu libre. 6 mois après la finalisation du divorce, j'ai reçu un colis. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite sur du papier à lettres chères. J'écris ceci d'un endroit que tu ne visiteras jamais. L'ironie ne m'échappe pas. J'ai passé des années à voler de l'argent pour maintenir un style de vie que je pensais mériter. Et maintenant, je suis dans une cellule qui coûte 40 000 € par an aux contribuables. Je n'écris pas pour m'excuser. Nous savons toutes les deux que je ne suis pas désolé pour ce que j'ai fait à l'entreprise de Julien. Je suis seulement désolé d'avoir été prise. Mais je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Tu étais un dommage collatéral dans une guerre que tu ne savais même pas que tu menais. Ma guerre contre le favoritisme de mon père, le statut de Golden Boy de mon frère, ma propre insuffisance. Tu es entré dans notre famille en croyant que l'amour était suffisant. Et je me suis donné pour mission de prouver que tu n'étais qu'une autre chasseuse de fortune. La vérité ? J'étais jalouse. Tu avais quelque chose que je n'ai jamais eu. La capacité d'aimer sans calcul. De donner sans compter. Julien a vu cela en toi et ça l'a terrifié parce que c'était réel. Et je ne pouvais pas supporter de le voir avoir quelque chose que je savais que je ne trouverais jamais. Alors, je l'ai détruit. Je t'ai détruite. Je l'ai détruit. Je n'attends pas le pardon. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que tu avais raison sur tout. Chaque accusation, chaque horrible vérité que tu m'as jetée au visage ce jour-là. Et je voulais que tu saches autre chose. Tu as gagné. Pas parce que tu m'as exposé. Pas parce que tu es parti, mais parce que tu as survécu. Parce que tu élèves ma nièce quelque part, que tu construis une vie, que tu es heureuse. C'est la chose que je ne peux pas te pardonner. Non pas que tu nous aies ruinés, mais que tu ne nous aies pas laissé te ruiner. V. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai brûlée dans l'évier, regardant le papier cher se recroqueviller et noircir et se transformer en cendres. Grace faisait la sieste dans la pièce voisine. Par la fenêtre, je pouvais voir l'océan, infini et bleu et indifférent au drame humain. J'ai pensé à lui répondre, à dire à Véronique qu'elle avait tort, qu'il m'avait ruiné d'une manière que je découvrais encore. Que certaines nuits je me réveillais en haletant, rêvant de ce moment où la main de Julien avait rencontré mon visage.
que je sursautais quand les hommes élevaient la voix. Que je remettais en question chaque gentillesse, cherchant le piège en dessous. Mais je n'ai pas répondu parce que la vérité était plus compliquée que la victoire ou la défaite. Ils avaient brisé quelque chose en moi. Mais je m'étais reconstruite à partir des morceaux et la nouvelle version était plus forte, plus dure, moins disposée à plier, moins disposée à croire que l'amour exigeait que je me rapetisse. Peut-être que c'était gagné. Ou peut-être que c'était juste survivre. Quoi qu'il en soit, j'étais là. Je tenais debout. J'étais assez entière. Et cela devrait suffire. Grace avait 3 ans quand Julien a frappé à ma porte. Non pas l'homme brisé qui m'avait appelé ce jour-là. Non pas le fantôme qui se présentait pour les visites supervisées avec notre fille, à peine capable de me regarder dans les yeux. C'était quelqu'un de différent. Plus âgé, plus grisonnant aux tempes, mais il y avait quelque chose sur son visage. Une immobilité qui n'avait pas été là auparavant. « Je sais que je ne devrais pas être ici », a-t-il dit. « Mais je devais te donner ça. » Il tendit une enveloppe, épaisse, d'aspect officiel. Je ne la pris pas. « Qu'est-ce que c'est ? » Véronique est morte il y a 2 semaines. Cancer du poumon. Ce fut rapide. Je ne ressentis rien. Pas de chagrin, pas de satisfaction, juste une lointaine prise de connaissance. Pourquoi me dis-tu ça? Parce qu'elle t'a laissé quelque chose. Pour Grace. Il poussa l'enveloppe vers moi. S'il te plaît, prends-la. Je la pris. À l'intérieur se trouvait un document juridique. Un fonds fiduciaire. 2 millions d'euros placés au nom de Grace. Inaccessible jusqu'à ses 25 ans. Pour la fille que je ne rencontrerai jamais. Pour qu'elle n'ait jamais à se marier pour la sécurité. Pour qu'elle n'ait jamais à se demander si elle est digne d'amour sans condition. Pour qu'elle puisse être ce que je n'ai jamais été. Libre. Ta tante qui t'a aimé de la seule façon qu'elle connaissait. À distance, avec de l'argent, en s'assurant que tu n'aurais jamais besoin de devenir moi. Je fixai le document pendant un long moment. Julien se tenait sur mon perron, attendant. Elle a passé la dernière année de sa vie à organiser ça, dit-il doucement. Elle voulait s'assurer que ce ne soit pas contestable, que ce soit inattaquable. Il déglutit difficilement. Elle a dit que c'était la seule bonne chose qu'elle ait jamais faite. Cela ne change rien. Je sais que cela ne fait pas d'elle une bonne personne. Je sais ça aussi. Mais Grace aura des options. La sécurité, une fondation. Je levai les yeux vers lui. Merci d'avoir apporté cela. Il hocha la tête, commença à se détourner, puis s'arrêta. Je suis en thérapie. De vraie thérapie, pas celle ordonnée par le tribunal. Je travaille sur. Il fit un geste impuissant. Tout, la colère, les problèmes de confiance, les dégâts que ma famille m'a fait et que je t'ai fait. Je ne demande rien. Je voulais juste que tu saches. Bien. Et je voulais que tu saches que tu étais la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Même si je l'ai détruite, même si je ne la méritais pas. Ses yeux étaient humides. Toi et Grace, vous êtes les seules choses réelles que j'ai jamais eues. Julien, je n'essaie pas de te reconquérir. Je sais que c'est impossible. J'avais juste besoin de le dire une fois. À voix haute. Il recula. Prenez soin de vous, toutes les deux. Il s'éloigna sur le chemin de sa voiture et partit. Je restais là, tenant 2 millions d'euros dans un fonds fiduciaire créé par une femme morte qui m'avait haï et aimé et détruite et, à la fin, avait essayé de sauver ma fille de son propre héritage. Grace m'appela de l'intérieur, « Maman, maman, viens voir ». Je fermai la porte, la verrouillai, mis l'enveloppe dans le tiroir de mon bureau, et j'allais voir ce que ma fille avait construit avec ses blocs. Quelque chose de précaire et de coloré est tenu ensemble avec la certitude absolue que seul une enfant de 3 ans possède. « Regarde », dit-elle fièrement. « C'est un château. C'est magnifique, mon bébé, et rien ne peut le faire tomber parce que je l'ai rendu fort. » J'embrassai le haut de sa tête. C'est exact. Tu l'as rendu fort, et c'est tout ce qui compte. Les années passent. Grace grandit. Elle a 7 ans maintenant, puis 10, puis 13. Elle pose des questions sur son père, sur le jour du mariage dont elle a entendu parler en chuchotant, mais n'a jamais pleinement compris. Je lui dis la vérité. Des versions adaptées à son âge au début, puis plus de détails à mesure qu'elle grandit. Je lui montre la vidéo. Oui, elle est toujours là. Immortelle comme l'est toujours l'infamie d'Internet. Je la laisse voir le moment où son père m'a frappé. Le moment où je me suis tenu droite, le moment où je suis parti. Avais-tu peur, demande-t-elle, terrifiée. Mais tu l'as fait quand même. Oui. Pourquoi? Je pense à cela, à la façon de distiller des années de douleur et de croissance et une sagesse durement acquise en quelque chose qu'une enfant de 13 ans peut comprendre,
parce que rester t'aurait enseigné la mauvaise leçon. Cela t'aurait appris que l'amour signifie accepter la cruauté. Que le mariage signifie le silence. Qu'être frappé est quelque chose que l'on pardonne et oublie et fait semblant de ne pas être arrivé. Je lui prends la main. Je voulais que tu grandisses en sachant que tu vaux plus que ça. Que nous valons toutes les deux plus. Elle reste silencieuse longtemps. Puis l'aimais-tu? Oui, beaucoup. L'aimes-tu toujours? Non. J'aime la personne que je pensais qu'il était, mais cette personne n'a jamais vraiment existé. Le vrai Julien était trop brisé, trop effrayé, trop empoisonné par sa famille pour être le partenaire dont j'avais besoin. Je lui serre la main, mais je t'ai eu. Et tu es réel. Tu es la meilleure chose qui en soit ressortie. Elle pose sa tête sur mon épaule. Je suis contente que tu sois parti. Moi aussi, mon bébé. Moi aussi. Julien s'est finalement remarié. Une femme discrète, une thérapeute, en fait, quelqu'un qui comprenait ses blessures et a choisi de l'aimer quand même. Ils ont eu un fils. Il m'a envoyé une photo. J'ai répondu par SMS félicitations et je le pensais. Mon oncle est décédé quand Grace avait 12 ans. Nous l'avons pleuré ensemble, plantant un arbre en sa mémoire, racontant des histoires sur ses blagues terribles et son amour féroce. Grace a prononcé l'éloge funèbre à ses funérailles, posée, courageuse et déchirante. J'ai eu des rendez-vous occasionnellement, rien de sérieux. Je n'étais pas sûr de vouloir du sérieux. J'avais appris à être heureuse seule, avec Grace, avec la vie que nous avions construite. Ajouter quelqu'un d'autre me semblait risqué, inutile. Mais il y a eu un homme finalement, un professeur à l'école de Grace. Des yeux gentils, patients. Il avait traversé son propre divorce, élevé ses propres enfants, comprenait que certaines portes en moi seraient toujours verrouillées. Je ne cherche pas à te sauver, m'a-t-il dit lors de notre 3e rendez-vous. Tu n'es pas brisée, tu es juste prudente, et c'est bien. Nous avons pris notre temps. Des années de lenteur. Grace avait terminé le lycée avant que je ne le laisse emménager. Mais cela a marché. C'était bien. C'était réel. Pas passionné comme Julien. Pas dévorant, mais stable. Vous voyez, construit sur la vérité au lieu de la fantaisie. Et cela, j'ai appris que c'était sa propre sorte d'histoire d'amour. Les gens me reconnaissent encore parfois. La vidéo a été vue des millions de fois. La mariée giflée est une leçon de prudence, un fantasme de vengeance, un symbole de l'émancipation féminine, ou tout ce qui ne va pas avec la culture de l'annulation, selon qui parle. Je ne m'en soucie plus. Laissez-les projeter ce qu'ils ont besoin sur ce moment. Laissez-les le transformer en mème, en article de réflexion, en étude de cas. Je sais ce que c'était vraiment. La fin d'une histoire et le début d'une autre. La première histoire parlait d'une fille qui pensait que l'amour signifiait le sacrifice. Qui croyait que si elle était juste assez bonne, assez pure, assez aimante, elle pourrait guérir un homme brisé et construire une vie parfaite à partir des ruines de son chagrin. La deuxième histoire parle d'une femme qui sait mieux, qui comprend que l'on ne peut pas aimer quelqu'un jusqu'à le rendre entier. Que la confiance est le fondement de tout. Que la violence, même une fois, même en public, même avec des excuses, n'est jamais acceptable. Que partir est parfois la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Ma fille postule maintenant à des universités. Elle veut étudier le droit, lutter pour les survivantes de violences domestiques. Elle dit que je l'ai inspirée, mais je pense qu'elle est juste plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Elle n'a pas eu à apprendre la force en se brisant. Elle est née dedans, élevée dedans, la respirant comme l'air. Le fonds fiduciaire que Véronique a laissé paiera son éducation. L'assurance vie de mon oncle la complétera. Et l'entreprise que j'ai construite, le cabinet comptable spécialisé dans la dénonciation des abus financiers, est florissante. J'ai aidé des dizaines de femmes à échapper à des relations construites sur le contrôle économique. J'ai témoigné devant les tribunaux. J'ai gelé des actifs, trouvé de l'argent caché, prouvé les schémas de vol et de manipulation qui piègent les victimes. J'ai transformé mon cauchemar en l'œuvre de ma vie. Et chaque fois que j'aide quelqu'un à s'échapper, chaque fois que je vois la reconnaissance naître dans les yeux d'une cliente alors qu'elle réalise qu'elles ne sont pas folles, qu'elles n'imaginent pas des choses. Elles sont systématiquement volées et manipulées. Chaque fois que cela arrive, je pense à ce moment dans le jardin. Le moment où la main de Julien a rencontré mon visage. Le moment où j'ai décidé de ne pas m'effondrer. Le moment où je l'ai regardé, Véronique, les 200 invités, et que je me suis choisi. Ce moment a tout changé. Non pas parce qu'il m'a rendue plus forte. J'ai toujours été forte, mais parce qu'il m'a montré que j'étais autorisée à utiliser cette force, que je n'avais pas à me rabaisser. Que je pouvais me tenir dans les décombres de mes rêves et dire, ce n'est pas acceptable. Je vaux plus. Je mérite mieux, puis marcher vers la vie qu'il a prouvée. Alors oui, mon mari m'a giflé au milieu de notre mariage.
Et ce que j'ai fait ensuite, me tenir droite, dire la vérité, partir, me reconstruire, survivre, prospérer, ne l'a pas seulement ruiné, cela m'a sauvé.